Voilà, merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous présenter donc, la conf, le hacker, le newbie et la CloudSec. Donc, c'est un peu l'histoire d'un newbie qui est motivé, qui n'a pas énormément de connaissances en cloud, mais qui a envie voilà, de mettre en place son infrastructure. Il y aura le hacker qui essayera d'exploiter les vulnérabilités qu'il va trouver, et la CloudSec qui sera là un petit peu pour essayer de patcher tout ça et empêcher justement que le hacker puisse tout exploiter. Donc un petit résumé de ce qu'on va voir, avec des super titres de chapitres. Donc GitHub a une fuite. Au nom, mes photos perso, mon EC2 distribue des tokens, et mes lambda font la lambada. Voilà, pas de commentaires sur le jeu de mots. Donc voilà un petit peu le programme. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Ben. Ça fait 1 an maintenant que je travaille chez Payfit en tant que CloudSec Engineer. Donc je les remercie chaleureusement de m'avoir permis de venir ici. Parce que vous le savez, en fait, on est bénévole, donc si on ne nous paye pas le trajet, l'hôtel, c'est compliqué de venir se piquer. Donc voilà, donc Payfit, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel en ligne qui permet de gérer en fait, la paye et l'aspect RH pour les PME et TPE. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Jean, je travaille aussi en sécurité sur la partie cloud. Je travaille pour une boîte en Suisse et moi je vais remercier Claude Nord de nous avoir invités pour speaker. Et donc voilà, donc je vais faire les présentations. On a le newbie. Donc comme je disais, le newbie, il est motivé, il a un projet, il veut déployer ses ressources, là en l'occurrence sur AWS. Donc dans le cloud, et ses principales sources d'informations, c'est ce qu'il arrive à trouver sur Internet, des forums, etc. Ensuite, on a le hacker. Alors lui, il essaye de tout casser, de récupérer le plus d'informations, de faire leaker le plus d'informations possible et les revendre sur le darknet. Et comme on est en France, c'est un black hat français. Voilà. Il manque la baguette. Et ensuite, on va avoir la CloudSec. Donc lui, c'est celui qui arrive pour tout patcher et faire en sorte que les choses soient sécurisées. Donc on commence sans plus attendre par GitHub. Et donc mon GitHub a une fuite. Comment ne pas configurer GitHub Action et les rôles IAM? Alors moi, je viens d'arriver dans une nouvelle boîte. Du coup, on me dit de pousser sur des environnements AWS, je ne connais pas trop, mais j'ai vendu à mon manager que j'étais ultra fort en AWS. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert Stack Overflow, j'ai regardé comment on pouvait pousser sur AWS. J'ai vu une magnifique doc sur, OK, on peut mettre des access keys, des secret access keys. Et puis, j'avais vu une conférence avant sur la partie infrastructure as code. Du coup, je me dis, ouais, j'ai pas envie de pousser ça en faisant du clic-clic. Je vais faire de l'infrastructure as code et je vais automatiser ça avec des GitHub Actions. Et du coup, je vais mettre mon code Terraform qui est là-bas. Il va pousser directement sur AWS avec une GitHub Action qui aura des access keys et des secret access keys pour accéder à mon environnement. Du coup, je me dis, trop bien, je pousse ça. Le seul truc, c'est que j'essaie de partager ça avec d'autres personnes, qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur mon projet, mais ils formatent très très mal leur titre d'issue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter dans mes GitHub Actions un point pour vérifier que l'issue title soit bien formaté. Et du coup, voilà. Et du coup, on va commencer à pousser sur mon environnement AWS, et ça va être sympa. Bon, moi j'arrive, je vois ça là, une belle GitHub Action comme ça, et je me dis de suite, il y a un truc qui cloche là. Est-ce que là, dans la salle, là, vous voyez à peu près où est-ce qu'on va pouvoir créer des dégâts? Donc le secret en soi n'est pas exposé directement. En fait, ça sera plutôt au niveau du titre, juste ici. Parce que le titre, déjà, c'est l'attaquant en fait, a accès à ça. Donc là, on prend l'exemple d'un repo public. Donc on peut créer des issues, très bien, et on peut mettre le titre qu'on veut. Il faut savoir que en fait, sur les GitHub Actions, quand la GitHub Action va se lancer et exécuter le code bash, ici, en fait, ça va d'abord être templatisé. Donc avant que ce soit interprété par bash, donc là, la variable qu'on voit GitHub Event Issue Title va être remplacée par la string du titre, en fait, directement. Donc vous me voyez venir. Si on met ce genre de titre en issue, en fait, là, on a a quote point virgule. Donc ici, title égale
quote A, quote, point virgule, et ensuite, en fait, on peut injecter n'importe quelle commande qui va être interprétée par bash. Et à la fin, on finit par un petit dièse pour échapper la dernière quote et que ça s'exécute bien. Donc là, en l'occurrence, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un secret là, qui avait l'air très intéressant, la GitHub Token. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va le pipe en fait, et l'écho en base 32. Donc, petit fun fact, pourquoi base 32? Parce qu'en fait, GitHub a une petite protection. C'est plutôt une protection, on va dire, pour les oublis et les maladresses. Ça veut dire que quand le secret va être écho en fait, dans les logs, s'il voit la valeur en clair ou s'il la voit en base 64, en fait, il va la masquer. Maintenant, ils ne peuvent pas tout faire. En fait, il y a tellement de manières différentes d'encoder une string, de la découper, etc., pour finalement l'écho en fait, dans les logs de la GitHub Action qu'ils ne peuvent pas tout détecter. Donc du coup, ils ont fait les plus classiques base 64 et base 32, base 64 pardon, et en clair. Et bon, par contre, base 32, ça passe. Petit bonus. Donc dans les GitHub Action, en fait, quand je ne sais pas si la vidéo va se charger. Yes. Quand on a donc un job, en fait, il y a plusieurs steps. Et donc à chaque step, on va avoir des variables. Donc là, si on prend le cas en fait d'un job où en fait la variable GitHub Action finalement, elle est dans un step avant ou après. Et mon injection en fait, elle se trouve dans la step en fait qui m'intéresse pas, là où il n'y a pas la variable. Je suis un peu embêté en fait, parce que du coup, j'ai pas accès à cette variable. Donc ce qu'on va faire, c'est pas très grave. C'est que finalement, en fait, dans notre injection, on va installer GDB et on va tout simplement faire un core dump du processus, donc qui s'appelle runner listener, et ça va être ce runner listener qui va être chargé d'exécuter les différentes steps. Et dans la mémoire de ce process, c'est génial parce qu'en fait on a toutes les infos qu'il nous faut. Donc là, ce que ça fait globalement, ça installe GDB, en fait on fait un core dump et on va écho le résultat du core dump en base 64. Et on va faire aussi un grep pour éviter de tout prendre. On va vraiment grepper sur, on veut les secrets en fait. Donc voilà, là on voit que la GitHub Action s'exécute, on installe les paquets qui vont bien, etc. On a vu rapidement là que ça a été écho en base 64. Et si on prend ce base 64 et on le décode, on voit qu'on a accès à tous les secrets. Et en petit bonus, en fait, on a un token, donc un GitHub token. C'est le token de la GitHub Action directement. Voilà. Donc voilà, donc maintenant j'ai mon petit GitHub token. C'est très bien parce qu'en fait avec ce GitHub token, je vais pouvoir aller taper sur les API de GitHub et accéder en fait à tous les secrets finalement, dont l'access key, secret key en fait qui servait à Terraform pour déployer les ressources. Bon, mon petit newbie, ce qu'on va faire, c'est que tu as déployé avec des access keys, secret access keys. C'est peut-être pas la meilleure idée. Là, ils ont été compromis. On va tout simplement delete les access keys, secret access keys très vite. Comme ça, on est sûr que le hacker, il va pas pouvoir y accéder. Il va pas pouvoir faire des choses, on va dire, méchantes avec. Et c'est déjà trop tard. Directement, en fait, après avoir pris l'access key et secret key, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai généré un Federation Token. Donc, chez AWS, en fait, on a un service qui s'appelle STS, qui gère en fait la distribution des tokens. Et à partir en fait, d'un principal, on peut demander la génération d'un Federation Token, qui est un token un peu éphémère. Et à partir de là, on dit je veux un token avec Policy Administrator et on lui fixe une durée. Et donc, AWS, de toute façon, je suis admin avec ces clés-là, elle me renvoie effectivement en fait, une access key, une secret key, avec un token parce que c'est temporaire. Et à partir de là, en fait, je peux réutiliser ce token et je suis quand même admin et je survis en fait, finalement à la suppression de l'access key, secret key que j'avais initialement volé. Bon, mon petit newbie, on a un petit problème. C'est que là, du coup, l'attaquant, il a pu s'exfiltrer et empêcher le fait que la suppression des access keys et secret access keys l'impacte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une inline policy sur le rôle qu'il a pu prendre, donc l'administrateur access. On va rajouter une inline policy qui deny toutes les actions sur toutes les ressources. Comme ça, on est sûr que même si il a ce Federation Token, on lui bloque tous les accès sur AWS. Encore une fois, ils arrivent trop tard. Parce que grâce à mon petit token temporaire,
En fait, il y a une petite méthode. Donc, c'est AWS à la base, ils ont bien pensé ça. Ils se sont dit, ok, il y a une méthode pour générer en fait des tokens temporaires. Bon, ce qu'on va faire, c'est quand même éviter, à partir d'un token temporaire, de pouvoir générer d'autres tokens temporaires, de pouvoir créer des utilisateurs, des rôles, etc. Donc, en fait, ils ont bloqué tous les calls vers STS et ils ont bloqué des calls en fait sur IAM. Mais en fait, il y a une autre feature qui n'est pas très connue sur AWS. C'est qu'on peut transformer finalement un token en lien qui permet de se connecter directement en fait, sur la web console d'AWS. Donc c'est un petit outil qui s'appelle AWS Controller. On met son access key, sa secret key, son token, la région sur laquelle on veut s'authentifier, et en fait ça nous génère un lien. Et ce qui est magique, c'est qu'avec ce lien, en fait, on accède à la console AWS, et là, il n'y a plus de restrictions. Donc là, on est vraiment admin. On peut créer des utilisateurs, changer des policies. Je peux aller dans des régions, par exemple, où je sais qu'il n'y a pas de workload pour que justement je passe un peu plus inaperçu et puis me spread finalement en fait, dans tout l'account, puisque après tout, je suis admin. Bon, mon petit newbie, là, on a un gros problème. Là, l'hacker, il est vraiment trop dans ton environnement cloud, surtout dans ton compte AWS. Donc, j'espère que tu as mis en place une organisation et que ce n'est pas le compte root qui vient de se faire casser, parce que là, il n'y a qu'une seule solution. Il va falloir supprimer la compte qui vient de se faire casser avec les access keys, secret access keys. Il va falloir supprimer complètement la compte. J'espère que tu as mis tout en place, les backups, les DRP, pour s'il y avait des choses qui tournaient dessus, que tu puisses les récupérer. Sinon, bonne chance. Et pour revenir pour la GitHub Action, du coup, tu avais mis directement une variable de templating GitHub. Ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'à la place, tu mets quelque chose comme ça. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre en variable d'environnement le titre. Donc, quand la GitHub Action va passer pour remplacer le template, ça va le remplacer en tant que variable d'environnement. Et ce title va être appelé en variable d'environnement en tant que bash. Donc, tu ne pourras pas escape, le hacker ne pourra pas escape la côte. Donc l'attaque ne sera plus possible. Ok, merci CloudSec. Donc ok, j'ai vu que Access Key et Secret Access Key directement hard-codé et mis dans la GitHub Action, c'est pas une bonne idée. Et maintenant, j'ai vu que sur AWS, il y a une petite doc et sur GitHub aussi qui permettait de lier directement la GitHub Action avec AWS avec un assume role. En plus, elle est bien expliquée la doc. Donc en gros, tu as la GitHub Action qui va avoir un JWT token qui va l'envoyer à AWS. AWS vérifie que le token est bien valide et va envoyer à la GitHub Action des credentials associés au rôle. Donc on aura une access key, une secret access key et un token, ce qui va permettre à la GitHub Action de pouvoir pousser avec un rôle AWS dans l'environnement AWS. Hop, petit changement. Petit aparté, juste sur les JWT pour que vous puissiez comprendre après. Donc, les JWT, comment c'est formé? Il y a un header, une payload et une signature. Toute la sécurité du JWT réside dans la signature. Ça permet de garder l'intégrité du token. Donc, pour être sûr que celui qui a signé le token, ce soit l'unique personne qui puisse le modifier et régénérer une signature valide. Dans la payload, il y a des choses qui vont être intéressantes. Le subject, donc c'est savoir pour qui a émis le token. Et l'audience qui va être, par exemple là ça va être GitHub qui va être la personne qui va aussi émettre le token. Ok, du coup j'ai vu aussi que dans la doc, donc pour le rôle, pour sécuriser le rôle AWS, il fallait mettre des conditions sur la partie IAM et ces conditions c'était 2 string equals, une première pour vérifier que le sujet c'est bien ma branche et mon repo, ça veut dire que ça soit bien ma branche et mon repo qui va pouvoir endosser ce rôle-là. Et une deuxième condition qui est de vérifier que l'audience, donc celui qui a signé le token, ce soit bien GitHub. Donc voilà, donc c'est parfait. Là, la doc a l'air pas mal. Le code Terraform que j'ai fait aussi, donc j'ai poussé ça comme ça et puis ça va être bien. Bon, là encore une fois, on voit des choses assez intéressantes. Hein. Donc, il a eu une bonne idée quand même. Il a eu l'idée de ne pas utiliser d'access key, secret key. Donc là, effectivement, je ne peux plus voler ces clés comme ça, même s'il y a des GitHub Actions vulnérables. Et normalement, il n'y a que sa GitHub Action qui peut assumer le rôle. Mais je vois quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous aussi? Petit indice, là, c'est dans le JSON. Juste là.
En fait, on a une clé et on a deux valeurs. Et je me demande ce qui va se passer en fait quand Terraform va interpréter ce JSON. Ça va être intéressant parce que finalement, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Est-ce qu'il va cracher? Est-ce qu'il va générer une erreur? A priori, non. En fait, c'est très simple. Terraform, il se prend pas la tête. Il fait, ok, j'ai une clé, j'ai une valeur. Donc string equals, on va dire secure. C'est marrant, j'ai la deuxième clé, j'ai une autre valeur. Bon, c'est pas grave, je vais remplacer. Je vais tout simplement écraser la première valeur et je vais la remplacer par la seconde. Donc si on reprend notre exemple ici, ce qui va se passer, c'est que la première condition, on a bien en fait la vérification de quel repo en fait c'est, quel GitHub action en fait, de quel repo. Et ensuite, la deuxième condition string equals, en fait, ça va être est-ce que le token a bien été généré en fait par GitHub. Du coup, en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est me créer un repo, lancer une GitHub action, générer en fait ce JWT. Et en fait, tous les JWT de toutes les GitHub actions sont signés en fait par GitHub. Donc du coup, je vais pouvoir assume ce rôle en fait avec n'importe quelle GitHub action. Bon, mon petit newbie, ce qu'on va faire, c'est que là, tu avais presque bien tout setup. Il te reste juste cette partie-là à régler avec le parseur JSON HCL. Je te propose, tu mets une seule clé et tu mets une liste de conditions. Ça va être plus simple. Donc, tu n'auras qu'un seul string equals et tu vas avoir du coup deux conditions. La première qui est la partie subject, vérifier que c'est bien ta branche qui fait cette demande-là. Et deuxièmement, la partie audience pour vérifier que c'est bien GitHub qui a signé le token. Ce qu'il faut retenir de ça, première chose, préférer l'utilisation de variables d'environnement dans les GitHub Actions pour éviter les injections qu'on a pu voir avant. Auditer le code des GitHub Actions, parce qu'on a pu voir qu'il peut y avoir des injections dans les GitHub Actions, donc il faut faire assez attention à ça. Éviter l'utilisation d'Access Key et Secret Access Key, privilégier un assume role. Éviter d'hardcoder les credentials directement dans la GitHub Action ou en variable, et utiliser un rôle qui va être temporaire. Et surtout, ça va limiter la surface d'attaque pour un attaquant parce qu'il va devoir en fait assumer ce rôle à partir de la GitHub Action. Et quatrième chose, faire attention au parsing JSON dans Terraform, comme on a pu voir. Le newbie avait l'impression d'avoir mis deux conditions et d'avoir sécurisé la chose. En fait, il n'y en avait qu'une qui était valable. Donc faire attention à ça. Voilà ce qui conclut la première partie sur les GitHub. Je vois des gens prendre des photos des slides. À la fin, en fait, on va vous filer toutes les slides avec un lien, etc. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie, au nom et photos perso. Du coup, on va parler de Bucket S3, de CloudFront et d'Origin. Bon, là, j'ai bien compris, ok, maintenant je vais déployer mes ressources de manière sécurisée, très bien. Puis là, ce que j'ai envie de faire, c'est de déployer quelque chose d'assez simple, de pas commencer compliqué, et je vais déployer un site web statique, classique, à partir d'un bucket S3. J'ai vu qu'en fait, c'était la méthode la plus simple, et j'ai vu des tutos. En fait, ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre un bucket S3, de le mettre en public, et d'activer le static web hosting. Donc ça marche très très bien. Et puis ça marche tellement bien en fait que du coup j'ai mis mon site web à la racine et je me suis créé en fait un répertoire à côté perso avec un nom compliqué comme ça, les gens peuvent pas le deviner en fait, ils pourront pas le trouver. Et à l'intérieur j'ai mis mes photos perso en fait. Je sais, c'est du génie. Tiens, moi je vois un nouveau site qui apparaît là sur Internet, je me dis, oh, ça pourrait être sympa que ce site soit hébergé sur un bucket, et en plus un bucket public. On va essayer de voir s'il est hébergé sur un bucket public. Donc premièrement, qu'est-ce que je fais? Je prends le nom de site, wesomwebsite.com, je fais une requête DNS pour avoir l'adresse IP de ce nom du site. Ensuite, je fais, à partir de cette adresse IP, une recherche inverse au niveau DNS, donc je vais avoir le nom de domaine qui est associé, un nom de domaine qui est associé à cette adresse IP, et là, paf, je tombe sur S3 Website, US West 2 Amazon.com. Donc je me dis, nickel, c'est un site hébergé sur S3, il est en région US West 2, je me dis, oh, ce serait bien qu'il soit en public, on va essayer de tester. Donc j'ouvre ma meilleure CLI, je fais AWS S3 LS de mon S3, en no sign, comme ça je suis sûr que j'ai pas de traces, dans la région, et paf, là, j'ai accès à ma magnifique photo de chat interne. Oh non! Bon, alors je vais souvent revenir sur ce point-là.
mais c'est le principe du moindre privilège. Là, clairement, pour juste hoster en fait, des fichiers sur un bucket S3 et le mettre en public, il n'y a clairement pas besoin d'autoriser tout le monde à accéder à toutes les opérations en fait, au niveau de l'API S3 d'AWS. Donc, ce genre en fait, de bucket policy en fait, qu'on peut voir, c'est non. Et ensuite, une des bonnes pratiques, des très bonnes pratiques même, quand on veut exposer comme ça un bucket en fait, en hébergeant un site web, c'est d'utiliser CloudFront. Hormis différents avantages en fait, de CloudFront qui est d'exposer en fait, différents points d'accès en fait, à travers le monde, d'avoir du cache, etc. Ça va aussi permettre de mettre le bucket en privé et de n'autoriser que le CloudFront à avoir accès en fait, aux données du bucket. Et donc d'obliger finalement les gens à passer par le CloudFront. CloudFront va aussi nous permettre de rattacher un WAF par exemple dessus, donc un Web Application Firewall, et de pouvoir filtrer des requêtes en fait, qui paraissent suspectes, etc. Donc on va voir comment on le configure. Déjà, dans une première partie, dans un premier temps, il faut configurer donc, la distribution sur CloudFront. Et ensuite, la partie qui va nous intéresser ici, c'est la bucket policy, donc sur le bucket S3. La policy, donc effect allow, bien sûr. On va mettre en principal le service CloudFront. L'action, on va autoriser uniquement getObject, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de plus. La ressource, on va bien la nommer, on ne va pas dire c'est tous les buckets de la Terre entière. Non, non, c'est vraiment juste le bucket en fait, que je veux exposer. Et en condition, on va bien vérifier que c'est le CloudFront qui tourne dans mon account et que c'est juste la distribution en fait, que j'ai nommée. Bon, ok. Tout à l'heure, on a vu que j'avais réussi à choper des access keys. Là, il y a un bucket. Ce serait vraiment pas mal de faire un truc à la ransom logiciel. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais générer une clé KMS dans mon account. Je vais accéder avec les secret access keys et l'access key de tout à l'heure au bucket S3 du newbie. Je vais lui chiffrer le bucket S3 avec ma clé sur mon account. Et là, après, je lui demande de la thune. Voilà, donc pour la petite info, ça c'est vraiment une attaque là, qui gagne de plus en plus de popularité. Parce que finalement, en fait, pour monétiser une attaque, c'est un peu la solution facile. C'est directement de chiffrer les données et comme l'attaquant détient la clé, en fait, il a aucune chance, la victime n'a aucune chance en fait pour récupérer ces données. J'ai déjà entendu dire oui, mais AWS finalement, il pourrait comprendre que c'est quelqu'un qui attaque le compte, etc. Ouais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que AWS, effectivement, peut-être qu'ils ont les moyens de récupérer la clé, etc. Mais encore, admettons. Mais même s'ils font ça, en fait, c'est que personne derrière fera confiance à AWS, en fait. Si ils se mettent à déchiffrer en fait des buckets qui sont chiffrés avec une autre clé et donc qui prouvent qu'ils ont accès à la clé, alors que ça on le sait pas encore. Donc du coup, la seule solution dans ces cas-là, en fait, malheureusement, c'est de supprimer le bucket en fait. Je vous déconseille de payer bien sûr parce que vous faites qu'enrichir une mafia qui est déjà assez puissante. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est le principe du moindre privilège, encore une fois. Donc n'attribuer que les permissions nécessaires en fait, sur les ressources nécessaires. D'utiliser CloudFront pour exposer vos sites web. Et aussi très important, c'est de bien séparer les données en fonction de leur sensibilité. Donc sur le même bucket, vous n'allez pas stocker des données qui sont publiques avec des données qui sont complètement perso en fait, ou privées. Et voilà qui conclut notre deuxième chapitre. Et maintenant, on va passer aux EC2, donc avec mon EC2 distribue des tokens. Et on va voir pourquoi IMDS V1 et SSRF ne font pas bon ménage. Et si vous n'avez pas compris ces acronymes, on va les définir après, n'ayez crainte. Ok, donc tout à l'heure, j'avais mis un site web sur S3, c'était pas mal, mais j'ai envie de faire un truc un peu plus sexy, et puis c'était pas aussi modulaire que ce que je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais setup une compute qui va pouvoir accéder à mon S3, et dans cette compute, je vais hoster mon site web. Ce sera un peu plus joli, et puis ça a l'air d'être un peu plus cloud-friendly. Sur mon EC2, j'ai mis un rôle qui va pouvoir du coup accéder à mon S3. Ce rôle, comment ça marche sur EC2 ? Il y a un serveur de metadata qui est relié à votre EC2, qui est disponible à l'adresse IP 169.254.169.254. C'est une adresse fixe. L'EC2, en fait, elle va call ce serveur de metadata. Elle va récupérer les credentials liés au rôle
et elle va les utiliser après pour pouvoir endosser ce rôle dès que, par exemple, elle veut effectuer une action pour accéder à des objets dans S3 ou dans d'autres services. Ensuite, du coup, sur mon EC2, je suis allé sur une petite documentation sur Stack Overflow. J'ai vu que pour lui donner accès à S3, j'allais lui mettre une policy IAM. Je me suis dit, OK, bon, une policy IAM, voilà, j'ai mis ça comme policy IAM. De toute façon, j'ai testé, ça marche, donc ça va être nickel. Bon, là, le site qu'il a déployé, en fait, il y a une SSRF dedans, là, c'est intéressant ça. Et puis en plus, je me demande si le site web il tourne sur une EC2, ça va être très très intéressant parce que donc, SSRF, c'est Server-Side Request Forgery. Donc en fait, ça me permet d'effectuer une requête HTTP en fait, à partir du serveur. Et donc je sais que finalement, ce serveur, il a accès à l'IMDS, donc qui est l'instance Metadata Service. Et sur cette instance Metadata Service, il y a des données très intéressantes qui sont stockées. Donc il y a le user script qui s'exécute en fait au démarrage de l'EC2, et il y a également les rôles en fait de l'EC2, donc avec les access keys, secret keys. Donc la SSRF, pour rentrer un peu plus dans les détails, ça va être, par exemple, ça c'est un exemple, donc on dit c'est un site web où les utilisateurs peuvent passer le lien finalement pour aller chercher l'URL, enfin pour pouvoir donner l'URL de leur photo de profil. Et donc là, ce qui va être très très intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on peut remplacer ça en fait. Et on va le remplacer par notre adresse IP, finalement, enfin par l'URL de l'instance Metadata Server. Et là, je me prépare à prendre les rôles et puis pouvoir encore exploiter ça. Oh non! Pourquoi une 401? Eh oui! Depuis peu, AWS a enforcé le fait que IMSD V2 est activé par défaut. Donc en fait, ta SSRF, elle ne marchera plus. Qu'est-ce que ça change IMSD V2 comparé à IMSD V1? IMSD V2, on va devoir faire un put pour récupérer un token avant de faire un get sur l'IMSD, sur le serveur de metadata, ce qui va empêcher les SSRF, comme vous avez pu voir juste avant. Bon, tu as de la chance cette fois-ci. Mais si j'avais trouvé d'autres vulnérabilités, comme une LFI, donc c'est Local File Inclusion, pour mettre un reverse shell, j'aurais pu en fait faire un put et ensuite un get. Mais j'aurais aussi pu trouver un endpoint en fait sur ton site web qui permettait de préciser le verbe en fait pour exécuter la requête et donc de faire un put, récupérer le token et là encore une fois de faire un get. Ce qu'il faut retenir, donc, on l'a répété maintes et maintes fois, principe du moins de privilège sur les rôles, surtout sur le rôle qu'on va mettre sur le C2. Vérifiez bien que IMSD V2 est en required, parce que vous en avez vu tout à l'heure, il y a l'option optional. Si vous le mettez en optional, ça ne sert à rien. C'est comme ISD V1, donc la SSRF pourra récupérer, avec ça, on pourra récupérer les rôles. Et surtout, auditer le code pour éviter d'avoir des vulnérabilités type SSRF, LFI et j'en passe d'autres. Donc voilà, on vient de conclure la troisième partie sur les EC2 et on va attaquer la quatrième partie sur mes lambdas font la lambada. Bon, là, cette fois-ci, je me ferai plus avoir. En plus, là, j'ai suivi un talk à Cloud Nord, je ne sais pas si vous connaissez, génial, qui disait, franchement, le serverless, c'est l'avenir. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre des lambdas, et cette fois-ci, je vais bien configurer ça. Chaque lambda va avoir accès à un service, ça va être super. En plus, là, je me suis mis une petite base de données, donc parfait, ça va vraiment être nickel. Le problème, c'est que je ne sais pas coder. Mais de toute façon, on m'a dit, en 2023, le métier de dev, finalement, c'est un peu perdu. Donc, du coup, j'ai demandé à ChatGPT. Et ChatGPT, de toute façon, il m'a dit, ouais, pas de souci. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'écrire un petit morceau de code Python, s'il te plaît, pour que je puisse requêter mon AWS Athena? Il m'a dit, ouais, pas de souci, voilà. Petit aparté, mais c'est vraiment ce que nous a répondu ChatGPT. Il n'y a pas de vanne là-dessus. Donc du coup, voilà, sympa. Je pars avec mon petit code Python. Et je lui dis, ah oui, c'est vrai, il me faut un rôle aussi pour ma lambda. ChatGPT, est-ce que tu peux me générer en fait, le rôle de la lambda en fait, pour pouvoir requêter mes données? Et voilà ce qu'il me donne. Alors, c'est un peu bizarre. Après, je me suis dit, bon, c'est ChatGPT quand même, il doit savoir ce qu'il fait. Hein. Et puis, peut-être qu'AWS Athena a besoin de beaucoup de droits, je ne sais pas. Bon, je vais mettre ça. Ok, bon, le newbie, il a setup une lambda avec du code qui vient d'Athena. Et moi, plus je regarde cette lambda, et plus je me dis, ouf, ça va être sympa.
Est-ce qu'il y en a qui voient l'erreur et la vulnérabilité qu'il y a dans ce code Python? Tout à fait. Il y a un eval sur un élément qu'on contrôle, et ça va faire très très mal. Et deuxième truc, il a setup avec ChatGPT un rôle qui est action étoile, principal étoile. Ça veut dire que si je récupère le rôle de la lambda, je suis admin sur son compte AWS. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va essayer de récupérer le rôle de la lambda. Donc déjà, pour savoir comment on va récupérer le rôle de la lambda, il faut savoir comment ça fonctionne le rôle lambda, le rôle IAM sur lambda. Donc à chaque fois que vous allez setup une lambda, quand elle va démarrer, il va y avoir un call STS qui va être fait par la lambda pour récupérer les creds associés au rôle que vous avez mis, le rôle d'exécution de la lambda. Ces creds vont être enregistrés dans une variable qui est proc self environ, qui va être accessible du coup depuis le code qui s'exécute. Magnifique. Et elles vont être utilisées à chaque fois que la lambda va vouloir accéder par exemple à un bucket S3 ou à d'autres services AWS. Donc en fait avec le eval, si j'arrive à faire une injection de code et à accéder directement à proc self environ, et que je filtre du coup le proc self environ sur mon serveur, j'arrive à récupérer du coup les creds du rôle. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, je passe du coup en payload cette jolie petite string qui va tout simplement envoyer le proc self environ encodé en base 64 sur mon serveur. Pourquoi en base 64? Parce que petit fun fact, si vous faites ça en clair, ça ne marche pas du tout. Il y a AWS qui filtre, c'est que les creds ne passent pas en clair. En base 64, ce n'est pas des creds AWS, donc ça passe. Sur mon serveur, je récupère une grosse base 64, je la décode, et là, paf, AWS Session Token, la Secret Access Key et l'Access Key qui est juste en dessous. Donc là, je me dis, nickel, phase 4, je vais essayer de me spread. Là, je fais un S3LS pour essayer de voir sur quoi je peux accéder. Et là, je me rends compte que j'ai My Private S3 avec les photos de chat, donc que je vais pouvoir encore récupérer. Bon, je le répéterai jamais assez, mais a priori, personne ne comprend. Hein. Le principe du moindre privilège. Là, typiquement, la lambda, en fait, elle veut accéder aux données d'Athena. En fait, il y a juste besoin de Athena getQueryResult et S3 getObject. Voilà. Et encore une fois, on spécifie en fait la ressource sur laquelle on veut donner les permissions. Une autre chose, c'est que oui, ok, lambda, c'est bien, c'est serverless, donc on a l'impression que c'est secure parce que ça s'exécute en fait dans un environnement qui est isolé, qui est éphémère. D'ailleurs, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais ça ne vous prémunit pas de toutes les attaques. C'est que votre fonction, en fait, si elle est vulnérable, votre code est vulnérable et ça reste vulnérable en fait. Donc du coup, faut vraiment faire attention à ce qu'on déploie. Si on déploie du code vulnérable, il sera vulnérable. Et donc SemGrep, par exemple, qui est un outil open source qui permet de scanner le code. Là, il détecte de suite qu'en fait, ligne 23, on a un eval sur une JSON string. Là, en l'occurrence, JSON string est contrôlé par l'attaquant. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe avec ça. Et il le dit très clairement, hein, c'est qu'attention, il y a potentiellement une vulnérabilité d'injection de code. Ok, bon, on a vu un eval, mais je me dis, ok, là, on a réussi à récupérer le rôle. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sur cette lambda? Est-ce que quelqu'un a des idées? Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là, on a récupéré le rôle pour ce spread. Là, on va devenir persistant sur la lambda. Vous allez me dire, devenir persistant? C'était pas facile. Comment? Alors déjà, on va reprendre le premier truc, le eval, ce qui va nous être la porte d'entrée pour l'attaque. Ensuite, il faut essayer de comprendre comment fonctionne et comment est architecturée une lambda en Python 3.7 pour essayer de comprendre comment on va pouvoir être persistant sur la lambda. Donc dans un premier temps, une lambda, quand vous allez la setup, ça va ressembler en Python, ça va ressembler un peu à ça. Donc à chaque fois que vous allez call la lambda, en gros, vous allez call avec un event le binaire init. Ce binaire init, il va communiquer en HTTP et il va appeler bootstrap.py. Bootstrap.py va ensuite appeler votre code avec l'event et avec d'autres champs qu'on va voir juste après. Ce qu'il faut voir, c'est que bootstrap.py, en fait, d'un point de vue de mon code, il est accessible sur var runtime bootstrap.py. Et puis il y a une autre chose, le file system de ma lambda, si j'ai accès, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait qu'en read-only. Il y a des endroits où je peux écrire dedans. Et encore un autre truc, bootstrap.py, en fait, tourne dans le même process que ma lambda. Donc ça, il y a peut-être des trucs sympas à faire.
par exemple, remplacer bootstrap.py par mon bootstrap.py. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va s'amuser à exfiltrer de la donnée. Donc, dans un premier temps, être persistant sur la lambda et exfiltrer la donnée. Petit aparté, ça va marcher uniquement avec des warm start sur la lambda. C'est-à-dire que quand vous allez setup votre lambda, en l'appelant plusieurs fois, elle va réutiliser les variables d'environnement qu'elle avait précédemment. Elle ne va pas régénérer un conteneur. Vous n'allez pas régénérer un conteneur. Et en fait, en faisant ça, si vous remplacez bootstrap.py qu'on a vu juste avant par mon eval bootstrap.py, et mon eval bootstrap.py va être appelé à chaque fois que vous allez appeler la lambda. Donc en fait, si vous voulez être persistant et que ça reste, il faudrait appeler, faudrait appeler la lambda au moins toutes les 5 minutes. Donc, c'est parti. Donc, dans un premier temps, pour être persistant, je vais exfiltrer bootstrap.py. Donc, bootstrap.py, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un handler qui appelle du coup mon lambda runtime. Donc mon code client, et surtout il appelle avec des entités qui sont vraiment sympas. Il y a l'event body, il y a le client contexte, il y a cognito identity. Cognito identity, je me dis ça peut être sympa, il y a des tokens là-dedans, et il y a tout ça qui passe en paramètres de mon lambda runtime. Donc maintenant je me crée un petit script. Le petit script, ça va être très simple. En gros, il prend l'event qui est envoyé à ma lambda et il l'envoie sur mon serveur que je contrôle. Et ensuite, donc si on revient tout à l'heure, il y avait l'injection avec eval. Donc pour pouvoir être persistant sur la lambda, il va falloir que dans un premier temps, j'exfiltre bootstrap.py. Donc c'est pour ça que j'ouvre le fichier var runtime bootstrap.py. Je l'exfiltre sur mon serveur. Ensuite, sur mon serveur, je vais processer ce bootstrap.py et je vais rajouter du coup le petit bout de code pour exfiltrer la donnée. Ça, je vais le packager dans un switch runtime. Le switch runtime, il y aura un tout petit bout de code qui va être ajouté qui va permettre en fait de remplacer le bootstrap.py au niveau du runtime dans ma lambda. Je pourrais vous montrer ça après si vous voulez. Et ensuite, d'un point de vue de ma lambda, je télécharge le switch runtime, je le mets dans tmp switch runtime, je l'exécute et paf. En gros, ce qui se passe, c'est que le premier, j'envoie des données, donc good JSON, donc un JSON bien formaté. Le deuxième, j'envoie mon JSON qui va utiliser la vulnérabilité avec eval. On voit bien que j'ai pris le contrôle du runtime bootstrap. Ensuite, j'ai beau envoyer un bon JSON, ce que ça va faire, c'est que ça va forwarder gentiment sur mon serveur tout l'event qui a été envoyé à la lambda. Et là, c'est bingo. Donc du coup, on en revient au scan de code. Comme je disais tout à l'heure, c'est que votre lambda, en fait, elle est aussi sécurisée que le code de vos fonctions. Donc de ne pas hésiter à faire des revues de code et à scanner le code aussi dans votre CI, typiquement avec SameGrep. Et le code sign-in. Au début, quand on a commencé la presse avec Jean, on s'est dit finalement le code sign-in, ça pourrait être intéressant parce que on signe nos fichiers, et puis après au moment de l'exécution, en fait, la signature du fichier est vérifiée, et si c'est pas la bonne signature, en fait, ils vont faire crash à lambda. Et en lisant la doc, en fait, on s'est aperçu que pas du tout cette feature en fait servait à signer les paquets en fait au moment du déploiement. Donc du coup, au niveau du runtime, il n'y a pas de vérification. Et après, ça s'explique effectivement. Là, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour des raisons de performance. Et effectivement. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir sur là, les lambdas, encore une fois, principe de moindre privilège. Donc vos lambdas, en fait, elles n'ont pas à être admin. C'est auditer le code, donc pareil que les codes de lambda, en fait, s'il est vulnérable, vos lambdas sont vulnérables. Le code sign-in, je l'ai quand même rajouté parce que c'est quand même une feature qui est intéressante. Il y a d'autres cas d'attaque en fait où par exemple l'attaquant pourrait avoir le contrôle en fait et uploader lui en fait son code directement dans vos lambdas, et cette feature-là permettra quand même de vérifier que le code, est-ce qu'il est bien signé, est-ce qu'il vient bien de moi ou est-ce qu'il vient de quelqu'un d'autre. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je sais que sur la digestion, c'est pas facile. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Du coup, vous avez dans la presse toutes les sources qui nous ont permis en fait de documenter un peu toutes les attaques. Et puis on peut passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions ? On n'a pas de questions. Si, non ? Oui, donc c'est bon, on n'a pas de questions. À part s'il y a des gens qui ont des questions en live. Pas de questions, vous êtes sûr? J'ai été très clair, Jean aussi. Voilà le lien vers les slides.
Et si c'est bon, non, c'est pas bon. Hop, c'est bon, tout le monde a pris les slides. Impeccable. Vous les partagez entre vous après. Et ça, c'est le lien, hop là, c'est le QR code donc, pour le feedback, pour nous dire est-ce que c'était trop complexe, est-ce que c'était bien. Voilà. N'hésitez pas. Comme ça, nous, on peut adapter notre presse pour les prochaines fois. Toujours pas de questions, c'est bon? Enfin, s'il y a des questions, on est très content d'y répondre. Hein. Je ne veux pas vous pousser vers la porte. Ok, bah merci beaucoup.